Au cours de cette présentation, je vais traiter des questions principales auxquelles je cherche à répondre dans le cadre de ma thèse. Puisque je reviens de mon premier séjour de recherche en archives, j'en suis encore seulement à l'étape du dépouillement des sources. Et donc, je vais vous présenter plus des questions que des réponses, même si, étant donné que le dépouillement se déroule depuis un mois et quelques, j'ai quand même quelques réponses maintenant. Donc, mon sujet appartient à la thématique de l'histoire des relations internationales. Celle-ci s'intéresse à tous les aspects de vie des sociétés qui se répercutent sur la scène internationale. L'un des aspects les plus méconnus est la mode, notamment comme facteur d'autodéfinition et d'influence entre États. Dans les dernières années, plusieurs publications d'historiens issus des études du genre et des études féministes ont mis en valeur le rôle de la mode en tant qu'outil de construction d'identité féminine, en travaillant notamment, plus particulièrement, sur le cas du New Look de Christian Dior de 1947 à 1957. Tout en tenant compte de ces études, j'ai choisi d'aborder la mode sous un angle différent, celui de l'histoire des relations internationales. Faire de la mode un objet d'étude sur le plan des relations internationales est nouveau. En effet, le sujet de la mode en histoire a traditionnellement reçu un traitement plus particulier de la part des spécialistes de l'histoire culturelle. Ceux-ci ont mis l'accent sur les designers, la culture matérielle et le rôle de la sensualité et de la sexualité en tant que mode d'expression vestimentaire. Cependant, depuis la seconde moitié des années 2000, l'historiographie s'est ouverte sur l'aspect commercial et industriel du monde de la mode, ce qui a permis d'étudier la manière dont les entreprises et les industriels ont influencé la mode occidentale du début du 19e siècle jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, le discours sur la mode se situe à la croisée de l'économique et du culturel. D'une part, l'économique inclut les relations de production et de consommation, ainsi que le poids de l'industrie dans la balance commerciale des États. D'autre part, l'étude de la mode s'inscrit aussi dans un cadre plus spécifique des relations culturelles interétatiques. Dans ce cas-ci, l'accent est mis sur la perception des produits de la mode à deux niveaux, celui de la réception du produit en Amérique et celui de la culture de l'industrie en Europe. Cet très bref état de la situation du traitement de la mode en histoire permet de démontrer la pertinence d'aborder la thématique de la mode de luxe par une analyse du poids du politique sur cette industrie dans le cadre des relations internationales. Donc, dans cette volonté d'aborder l'histoire de la mode sous l'angle politique des relations internationales, je cherche présentement à répondre à la problématique suivante. Quelle est l'importance de la mode dans le cadre de la résistance française face aux prétentions culturelles des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale? Cette question permet d'aborder le sujet de la mode en tant qu'instrument d'influence des États sur la scène internationale. D'ailleurs, après un premier dépouillement partiel des documents d'archives photographiés à Paris, il m'est déjà possible de constater que certains éléments du gouvernement et de la diplomatie défendent le rôle d'instrument de propagande nationale joué par la couture parisienne. Donc, par exemple, 2 lettres qui ont été rédigées en mai 1954 lors des négociations pour le renouvellement de la subvention à la haute couture parisienne par le secrétaire d'État à l'information et dirigées à l'attention du secrétaire d'État aux affaires économiques défendent explicitement, et ici je cite, le rôle de propagande nationale joué par la couture qui paraît important et, dans une certaine mesure, irremplaçable, et ce, aux yeux du ministère de l'Information. À ces lettres s'ajoutent des notes et rapports rédigés par divers consuls français aux États-Unis qui soutiennent fréquemment, en fait, que les manifestations de la haute couture parisienne aux États-Unis améliorent l'image que les Américains ont non seulement de la France, mais des Français même. Ces éléments, qui sont certes préliminaires, révèlent néanmoins qu'aborder la mode de luxe sous un angle politique permet une ouverture du champ d'étude de la mode en histoire. À partir de cette problématique, j'ai élaboré 2 hypothèses principales qui ont orienté mes recherches en archives. La première hypothèse est que la mode a été l'axe principal de la contre-offensive française à l'endroit de la stratégie américaine de propagande culturelle. Donc, bien que cette hypothèse puisse paraître surprenante, elle est fondée sur la nature des relations culturelles qui se mettent en place après 1945 entre la France et les États-Unis. Donc, d'une part, la signature des accords Bloom-Burns en 1946 force l'ouverture du marché cinématographique français aux productions américaines. Même si la clause sur le cinéma est rapidement abandonnée, en fait, en 1948, cette première tentative de pénétration culturelle américaine traduit une réalité importante. Les États-Unis mènent la danse sur le terrain du cinéma. Cette réalité est aussi vraie dans le domaine des arts, puisque l'avènement de l'expressionnisme abstrait aux États-Unis à partir de 1947, et dont on sait aujourd'hui que la diffusion fut orchestrée par des organismes subventionnés par la CIA en vertu des travaux de l'historienne Frances Stoner Saunders,
va entraîner l'effacement d'une école de Paris qui, à ce moment, est en proie à des divisions intestines virulentes, étant donné qu'il y a des gens qui sont membres du Parti communiste et d'autres qui ne le sont pas. Si la France résiste à cet assaut sur son art, en s'efforçant d'en nier l'importance tout simplement, force est d'admettre que le pays ne pourra plus inquiéter les États-Unis sur ce terrain. En fait, des comic books au jazz, en passant par le cinéma et même l'art moderne, les États-Unis, après 1945, font feu de tout bois en ce qui a trait à la culture de masse, dans le but de convaincre les Français de leur supériorité culturelle. Ainsi, afin de confirmer ou d'infirmer cette première hypothèse, il s'agira de déterminer à quel point les autorités françaises ont réellement misé sur l'industrie de la mode dans le but de façonner la perception de leur pays aux États-Unis. La seconde hypothèse est que les Français ont remporté le bras de fer quant à la mode, cette victoire ayant pour effet de modifier le discours identitaire dirigé à l'endroit des Français par les revues de mode américaines. Sur ce point, le cas du designer anglo-américain Charles James, durant les années 1950, est révélateur. Considéré comme le plus grand talent de sa génération par ses contemporains, notamment par Dior et Balenciaga, il a été contraint de fermer boutique en 1958. Pour expliquer sa chute, James montrera du doigt la couverture médiatique disproportionnée que reçoivent ses compétiteurs parisiens aux États-Unis. D'ailleurs, une recherche récente de Stéphanie Amérian, qui a été publiée en 2014, aborde cette question en analysant les Import Fairs qui se tiennent aux États-Unis entre 1950 et 1951 et qui servent à la promotion des produits néerlandais, français, italiens et britanniques. Selon elle, il était dans l'intérêt des promoteurs du plan Marshall aux États-Unis de démontrer la pertinence d'utiliser l'argent des contribuables américains pour aider les pays d'Europe de l'Ouest à se moderniser et à se reconstruire. Dans cette optique, la domination française sur la mode vestimentaire américaine aurait ainsi permis d'offrir aux consommatrices américaines une vision plus positive de la France, qui venait d'échouer à la Deuxième Guerre mondiale, visible dans les textes écrits sur les produits de la mode française dans les revues de mode populaire. En plus de ces deux hypothèses principales, certaines pistes me permettent d'orienter ma recherche en archives. Dans le cadre de cette présentation, je vais aborder deux pistes qui ont eu une incidence directe sur la nature de mes recherches en archives jusqu'à présent. Donc, une première piste de recherche se fonde sur le postulat qui veut que des intérêts économiques ont joué dans l'instrumentalisation de la haute couture par les autorités françaises. Celle-ci cherchait à relancer l'industrie française du textile dans l'après-guerre en la liant à une industrie de la mode dont les créations novatrices offraient un intéressant potentiel marketing. Cette piste de recherche se fonde sur le travail effectué par l'historienne Véronique Pouillard depuis 2011, qui a révélé que le président de la Chambre syndicale de la couture parisienne a défendu le rôle d'instrument de propagande industrielle joué par les maisons de couture face au secrétaire d'État français aux affaires économiques en 1952 pour le renouvellement des subventions accordées à la Chambre syndicale. D'ailleurs, sur cette question, il m'a été possible de dépouiller un bon nombre de sources jusqu'à présent qui témoignent de cette réalité. Ainsi, des documents issus des archives de la Chambre syndicale de la couture parisienne, corroborés par des documents issus de plusieurs ministères comme celui de l'industrie et du commerce, des affaires économiques et des affaires étrangères, permettent de situer la position de la couture parisienne qui, en raison de sa situation précaire après la Seconde Guerre mondiale, dépend de l'aide de l'État pour stabiliser sa situation à partir de 1951, alors qu'elle commence à se plaindre au gouvernement dès 1949, mais personne ne veut l'écouter puisqu'elle est considérée comme non pertinente. Jusqu'à présent, en vertu des sources dépouillées, il m'est possible de constater que les intérêts économiques qui sont en jeu du point de vue gouvernemental, donc au moment où on accepte d'attribuer une subvention à la haute couture, portent davantage sur le rôle de propagande que peut jouer la couture parisienne pour les textiles français à l'étranger, et notamment, en fait, presque uniquement sur le marché américain, puisqu'à ce moment-là, la France a vraiment beaucoup besoin de devises américaines, et donc on cherche à pénétrer le marché. Toutefois, il est possible de constater une division entre les ministères qui opposent en fait deux camps. Ceux qui défendent l'intérêt commercial, donc pensent juste au textile, et ceux qui défendent l'intérêt national, donc sont prêts à sacrifier de l'argent pour le prestige de la France. La seconde piste de recherche porte sur les liens qui peuvent s'être tissés entre des entreprises de branches industrielles différentes. Ainsi, une étude de la relation qui s'établit entre les maisons de couture et les studios hollywoodiens semble essentielle afin de conjuguer les relations commerciales de deux industries culturelles. Cette piste apparaît pertinente puisque l'on sait, en vertu des recherches de 2007 de Bonnie English, que le New Look de Dior, qui est né en 1947, a nui aux productions hollywoodiennes qui avaient été produites dans les mois précédents,
Du jour au lendemain, l'image qu'elle projetait était rendue obsolète et ces films n'ont pas engendré les profits escomptés. Sur cette question, je suis parvenu à trouver certains documents d'archives chez Christian Dior et chez Chanel. Le problème principal qui a trait à cette piste de recherche, c'est que les maisons de couture parisiennes, lorsqu'elles tiennent même des archives pour cette période, n'ont gardé que les documents de prestige et pas les documents administratifs, c'est-à-dire qu'ils ont gardé les invitations à des événements mondains et les remises de prix. Je vais donc, à part Christian Dior qui a gardé quand même un certain nombre de documents administratifs, je vais donc devoir obtenir l'accès aux archives de certains studios hollywoodiens aux États-Unis. Et selon les informations que j'ai obtenues des documentalistes de Dior Héritage, ceux-ci semblent avoir gardé des documents administratifs de leurs échanges avec les maisons de couture pour les années 50. Donc maintenant que je viens de vous présenter les pistes et hypothèses qui m'ont guidé dans le cadre de ma recherche, ainsi que les sources que j'ai dépouillées jusqu'à présent, je vais poursuivre en vous présentant les archives qui me restent à consulter, ainsi que leurs liens avec les archives que j'ai déjà pu consulter. Pour ce faire, je vais inscrire ces archives dans leur cadre méthodologique respectif afin de pouvoir illustrer mes attentes par rapport à celles-ci. Tout d'abord, les matériaux principaux sur lesquels je fonde ma thèse sont les archives diplomatiques et gouvernementales françaises et américaines. Du côté français, j'ai visité les fonds de la Direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques au site de la Courneuve, et il me reste à visiter les fonds des représentations diplomatiques et consulaires au site de Nantes, qui détiennent les documents de travail des consuls et conseillers commerciaux français aux États-Unis. Une consultation de ce centre d'archives est absolument nécessaire, en fait, afin d'établir un portrait plus clair des dissensions au sein des ministères français et au sein même de la diplomatie entre conseillers commerciaux et consuls, qui s'obstinent assez fréquemment. Donc, ensuite, du côté américain, je vais me servir des National Archives, qui disposent des archives de l'Institute of Fashion Research, qui a été créé par le Supreme Commander for the Allied Powers, donc par l'armée américaine, pour la période de 1945 à 1952. Ces archives militaires sur un institut de mode devraient permettre d'établir la pertinence de la mode du point de vue de la diplomatie américaine dans les médias après-guerre, dans ses relations internationales. Cette importance que j'accorde aux archives diplomatiques dans le cadre d'une étude de l'histoire de la mode doit être comprise par mon choix de me référer au cadre méthodologique développé par Pierre Renouvin et Jean-Baptiste Durosel dans les années 50 et 60. Celui-ci met au cœur de l'analyse ce qu'ils ont appelé les forces profondes qui conditionnent l'expression du pouvoir sur la scène internationale, ainsi que le processus décisionnel qui sous-tend l'action des acteurs politiques. Donc, comme l'a expliqué l'historien des relations internationales Robert Frank, le concept de force profonde permet l'intégration du poids des mentalités, des stéréotypes et des imaginaires sociaux dans la démarche analytique de l'historien. Ensuite, mon deuxième niveau d'analyse se penche sur l'industrie de la mode en deux parties. Premièrement, il est question de faire ressortir les liens qui unissent les paliers politiques et industriels. Deuxièmement, il s'agit d'analyser l'industrie de la mode et ses relations avec d'autres industries comme le textile ou le cinéma. Cette ouverture à l'analyse de relations entre entreprises amène nécessairement l'inclusion de la perspective transnationaliste au cadre méthodologique global. Cette perspective relève le fait que les entreprises puissent agir en dehors de la volonté des États. Les sources que j'utilise ici se divisent en deux types. D'une part, pour les relations entre l'industrie de la mode et l'État, je me réfère encore une fois aux archives nationales et aux National Archives. Du côté français, les fonds de la Direction générale de l'industrie sous direction textile et habillement et ceux de la Direction des relations économiques extérieures m'ont permis de recueillir plusieurs documents qui établissent les liens entre la couture et le gouvernement. Et quand je parle de couture, en fait, je parle de leur chambre syndicale, puisque aucune maison parlait directement avec le gouvernement. Du côté américain, les fonds du département d'État, ceux du Trésor et ceux du commerce, seront mobilisés afin de faire ressortir les chiffres qui permettent d'évaluer le poids de la couture parisienne dans les importations américaines de produits français. Aussi, après en avoir discuté avec Mme Sophie Kurkjian de l'Institut d'histoire du temps présent, je vais aussi me référer aux archives des éditeurs en chef des revues Vogue et Harper's Bazaar pour la période étudiée, afin de pouvoir comprendre les stratégies d'affaires de ces revues et les liens noués entre les maisons de couture et les revues de mode américaines. D'autre part, pour les relations transnationales et marketing développées par les entreprises, j'utiliserai des sources distinctes selon le pays. Du côté américain, je vais me référer aux archives de la revue Women's Wear Daily, à celle du Fashion Group et à celle de la Fashion Institute of Technology. Le recours aux archives de ces trois institutions m'a été recommandé par la professeure d'histoire Véronique Pouillard de l'Université d'Oslo. Du côté français, j'ai consulté les archives de la Chambre syndicale de la couture parisienne et de la Chambre de commerce de Paris, et cela m'a permis, par le dépouillement partiel que j'ai pu en faire jusqu'à présent, d'esquisser les liens qui se façonnent entre les ministères, la couture et le textile.
Les archives de la maison Christian Dior et de l'entreprise textile Boussac, que j'ai consultée, me permettent déjà de constater la spécificité de cette maison qui, en raison de sa richesse fondée exclusivement en fait, sur le fait que la maison a été créée par l'industriel Boussac, qui lui a donné son capital de base, pouvait se permettre d'agir indépendamment du reste de la profession. Et en plus, récemment, je suis en train de lire toutes ces archives-là, et surtout de faire pression à l'intérieur même des conseils de direction de la Chambre syndicale, étant donné que si Dior, qui représente 50% du chiffre d'affaires de la haute couture française, refuse d'appliquer une mesure syndicale, toutes les autres maisons sont obligées de le suivre. Et ce, simplement parce qu'il a été financé par un industriel du coton français. Donc, ça frustre énormément et toute cette tension à l'intérieur est un autre aspect de ma thèse que je vais étudier, la tension à l'intérieur de la Chambre syndicale, mais ceci est plus étudié en général par des personnes comme l'historienne Véronique Pouillard. Donc, finalement, le troisième niveau d'analyse, celui du discours identitaire, permet d'identifier l'impact de la mode en tant qu'instrument d'influence des États. Puisque la mode est étudiée en tant qu'instrument du pouvoir, cette thèse s'inscrit dans l'acception de la culture qu'Andrew Rother définit par cette très courte phrase « Culture is power ». De la sorte, la donnée mode que j'étudie s'inscrit dans la définition donnée par Clifford Geertz de la culture, divisée hiérarchiquement en trois entités. L'identité, qui est composée de valeurs et qui elles-mêmes sont construites d'un langage. En considérant la mode comme un langage dans cette acception, je m'inscris simplement dans les traces des spécialistes de la mode avant moi, comme Diane Crane ou Anne-Margaret Brack, entre autres. En revanche, en complément de celle-ci, je postule que la mode peut aussi servir à projeter des valeurs constitutives d'une identité nationale. Et non seulement je postule, mais je constate qu'à l'époque, des hauts gradés du gouvernement pensaient ça. Et donc, il faut tenir compte de cette réalité qui semble historique pour le moment. Donc, puisque je cherche à révéler le discours identitaire présent à l'intérieur des textes écrits dans les grandes revues américaines de mode à propos des produits de la mode français, je vais me servir des archives des revues de mode Vogue et Harper's Bazaar qui sont disponibles à la BANQ. Oui, en fait, en ligne, mais la BANQ a un abonnement en ligne. Je vais aussi tâcher de mobiliser les archives du New York Times qui sont disponibles à la médiathèque de l'Université de Montréal. Donc, l'analyse va être qualitative et quantitative. Dans le premier cas, je vais plaire à tout le monde. Dans le premier cas, je vais chercher à observer si le discours tenu sur les vêtements implique des généralisations à l'endroit de l'identité française. Parallèlement, il s'agira d'évaluer si ces propos sont négatifs ou positifs à l'égard de la France. Dans un second temps, l'évaluation quantitative de la distribution de ces revues, et en fait de ce journal, mais oui, et de leur lectorat, en fonction aussi des régions, parce que va permettre de déterminer l'étendue de leur influence dans la population. Et ici, il faut que j'ajoute le fait justement que c'est en fonction des régions, parce que ce que je me suis aperçu en lisant, c'est que la France, à l'époque, ne considérait que le marché new-yorkais sur le plan de la mode, et beaucoup de personnes se sont rendues compte, surtout les consuls qui travaillent ailleurs qu'à New York, qui n'avaient pas vraiment de financement, ils cherchaient du financement, et donc pour attirer du financement, demandaient à des gens comme Dior ou Balmain de venir faire un tour chez eux, et de montrer à la France que cette ville ou cette région des États-Unis est aussi pertinente et qu'on doit s'en occuper, donc donner du financement à leur poste qui n'en avait pas. Donc c'est quand même une affaire aussi de politique intérieure, cette affaire de mode, que ça, je n'ai pas encore creusé trop à l'intérieur non plus. Et donc, pour conclure, j'espère que ma thèse, en abordant ce sujet d'abord sous un angle politique demeuré inexploré à ce jour, permettra l'ouverture d'un corpus qui se situe actuellement à la croisée du culturel et de l'économique. L'intérêt de ce sujet vient du croisement qui s'effectue entre l'intervention des gouvernements dans une industrie de luxe d'apparence non essentielle et le caractère éminemment identitaire du monde de la mode vestimentaire. Par la mise en exergue de cette relation singulière entre politique, industrie et identité, ce sujet permet de relever le fait que la mode est non seulement un terrain de rivalité internationale souvent ignoré, mais il rappelle aussi qu'elle est un lieu de formation des perceptions identitaires autant qu'un terreau de projection d'images identitaires. Et sur ce, merci beaucoup pour votre attention.